Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. En effet, une anti-sèche, ou en tout cas des propositions 50 pour vous pages, faire... ça fait lourd comme Oui, anti-sèche. comme anti-sèche, c'est un peu lourd en effet. En tout cas, pour vous faire entendre dans cette campagne, ça veut dire que vous trouvez qu'on ne parle pas suffisamment d'économie et d'entreprise dans les programmes des candidats? Ah ben on ne parle pas du tout d'économie ou d'entreprise. Alors on peut se dire c'est une bonne nouvelle, l'entreprise est devenue quasiment un consensus, une grande cause nationale. On peut se dire aussi que c'est quand même des préoccupations pour les Français, chômage, inflation, pouvoir d'achat, et qu'on devrait en parler peut-être plus que d'autres sujets qui monopolisent les médias. La crise du Covid? Non, je pensais plutôt à d'autres sujets de polémique, type immigration ou Alors autre. parlons de l'économie. Juste pour bien comprendre votre démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soutiendrez celui qui reprendra vos propositions? Non, Bon. non. On a payé pour voir dans le passé. Je pense qu'on n'a pas à prendre position. On ne donnera pas des bons et des mauvais points. On dit ce qu'il faut faire pour que la France se porte bien. Le programme s'appelle « Faire réussir la France ». Alors la question, c'est de savoir quelles sont vos propositions et vos priorités. Dans le JDD dimanche, Laurent Berger disait que la question du pouvoir d'achat et des salaires était centrale dans cette élection. Pour vous, quelle est la question centrale dans cette élection? Mais je pense qu'il y en a trois qui sont emmêlés en quelque sorte. Il y a celle du pouvoir d'achat, mais il y a aussi celle du financement de toute la protection sociale, et puis il y a celle de la transition écologique. Et Alors, nous, ce dans qu'on l'ordre. propose, c'est... Mais les trois, il n'y a D'accord. pas de priorité entre les trois. Il faut arriver à faire les trois en même temps, et c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, on dit il faut de la croissance. Il faut une croissance forte. Alors, ça paraît un peu Tout le monde veut de la évident. croissance. Ben non. Quand Ah vous bon regardez bien, mais non, justement, en fait, quand vous regardez bien beaucoup de programmes, il y a un certain nombre de mesures qui vont impacter indiscutablement la croissance et qui, malheureusement, font qu'on ne pensez peut à pas quoi? tout faire. Ben, je ne sais pas, moi, une augmentation massive du SMIC, même si ça paraît résoudre le problème du pouvoir d'achat, en réalité, à terme, ça fabrique du chômage. Donc, ce n'est pas une mesure intelligente. Donc, Vous dites ça, mais certains pays européens, justement, l'ont fait. L'Espagne va augmenter le salaire Ouais, minimum de à combien 3,6%, le Royaume-Uni de 7%. À combien? À 1 000 Oui, euros. il part de Ils plus bas partent que nous, de très, mais il très bas. augmente. Et je m'en réjouis, je vais vous dire pourquoi. Parce que si tous les pays européens s'alignent sur le SMIC français, en termes de compétitivité pour la France, c'est une bonne nouvelle. Donc pas d'augmentation du SMIC. Comment est-ce qu'on répond à cette contrainte désormais qui pèse sur les foyers français? On parlait de l'énergie à l'instant. Bruno Le Maire a expliqué qu'il ne voulait pas jouer sur la fiscalité des carburants. Vous considérez qu'il a raison. Mais comment est-ce qu'on répond Alors, à cette contrainte qui pèse désormais sur les déjà, foyers français? il y a un problème de pouvoir d'achat, en partie dans les métropoles. Vivre avec le SMIC en région parisienne, c'est extrêmement difficile. Alors, la bonne nouvelle, je pense, c'est que les salaires vont augmenter assez significativement en début d'année. Les négociations ont lieu maintenant. Donc, je ne peux pas donner un chiffre. Mais on Pourquoi voit vous êtes bien... si confiant? On voit bien, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une inflation qui existe, qui va faire que les négociations vont forcément être un peu plus hautes que l'année précédente. La deuxième chose, c'est que l'année 2021 a été bonne pour les entreprises. Alors, à part quelques secteurs qui ont souffert. Donc, il y a du grain à moudre, pour reprendre une expression syndicale. Et puis, la troisième chose, c'est que le marché du travail est tendu en faveur des salariés. C'est la loi de l'offre et la demande. Et on a du mal à embaucher, donc forcément... ça crée de la tension sur les Donc ça va salaires. juste être un rattrapage par rapport à l'inflation pour les salariés qui vous Je écoutent? pense que ça ira un peu plus loin, mais encore une fois, chaque entreprise est dans une situation différente. Par Quand contre, on est patron du MEDEF, on ne peut pas pardon, faire juste, passer un est-ce que je message peux justement... finir juste sur Oui. l'inflation de l'énergie? Allez-y. Le problème de l'énergie, parce que je n'ai pas répondu Oui. sur l'énergie. Oui, c'est un sujet, et c'est un sujet qui va continuer. Le prix de l'énergie va continuer à monter parce qu'on est en transition. Et alors là, nous, on a une proposition assez simple. Vous savez que les entreprises payent un versement transport qui va aux régions ou aux intercommunalités pour financer les transports en commun. Nous, on propose que, à la disposition, à la demande du salarié, on puisse remplacer ce versement transport par une indemnité essence. Ça ferait à peu près 300 € par salarié et par an. Le gouvernement et réfléchit c'est une manière de juste- répondre à ce point qui est important pour les gens qui vont Justement, en tout le voiture monde au travail. réfléchit, vous avez raison, y compris le gouvernement, sur comment répondre à cette augmentation du carburant. Le gouvernement réfléchit à augmenter les indemnités pour chaque kilomètre roulé pour les 2,5 millions de salariés donc qui sont des conducteurs et qui paient des impôts et qui déclarent le frais kilométrique aux frais réels. Ça, par exemple, c'est une bonne idée? C'est une alternative. Nous, on préférait, si vous voulez, qu'on soit plus près de l'entreprise, c'est-à-dire, encore une fois, ce D'accord. versement de transport remplacé par une indemnité essence ou une indemnité véhicule. On parlait de manque de main-d'œuvre, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que vous assumez dans cette campagne de dire que oui, la France a besoin de main-d'œuvre et elle a besoin de l'immigration? Alors là, c'est un vrai sujet, parce que dans les 10 prochaines années, la population active française va continuer à croître, mais beaucoup moins vite. Et à partir de 2040, la démographie fait que la population active recule. Nous, ce n'est pas aux entreprises de décider la politique migratoire. C'est un débat qui doit être tranché dans Vous pouvez avoir un l'élection. avis. Oui, par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que cette politique migratoire sera décidée, il faut prendre en compte deux choses. Le fait que c'est les entreprises qui intègrent le mieux
quand vous avez un travail, quand vous payez vos impôts, enfin vos cotisations sociales, vous apprenez la langue, vous êtes intégré dans le pays. Et donc notre job, en quelque sorte, notre mission plutôt, c'est d'intégrer. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y a des métiers où on va avoir besoin de population immigrée. Et donc, si on a décidé qu'il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 000, un quota immigré, mais c'est encore une fois pas à nous de la décider, alors il faut le faire avec les entreprises. J'entends, mais quand vous entendez certains candidats qui disent on ferme tout, immigration zéro, est-ce que à la place qui est la vôtre, vous dites on pourrait s'en sortir? En tout cas, sur le très long terme, à horizon 30 ans, il est difficile d'imaginer continuer à faire de la croissance si on n'a pas une forme d'immigration raisonnée et économique. Vous avez parlé de la transition écologique. Ça va être un choc pour les entreprises, un choc de mutation pour l'économie, car produire vert, ça coûte plus cher. Comment est-ce qu'on fait pour qu'au bout du compte, ça ne soit pas pénalisant pour les consommateurs eux-mêmes? Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça? Vous posez la très bonne question qui est un peu évacuée par tous les politiques. Plus personne ne conteste qu'il y a un changement climatique, plus personne ne conteste, en tout cas dans les entrepreneurs, qu'il faut changer de notre modèle productif. Mais vous l'avez dit, produire plus vert, c'est plus cher. Et à un moment ou à un autre, ça va arriver aux consommateurs. On le voit avec l'essence, mais on va le voir avec tous les produits. Comment on anticipe ça? Je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a d'abord aider aux transitions. Donc, par exemple, des chèques énergie pour les consommateurs les plus fragiles. Puis, à un moment, changer de comportement. C'est-à-dire qu'il faut être plus sobre, consommer moins, plaidez pour la consommer mieux. décroissance? Non, pas forcément, mais changer de comportement, ça veut dire que est-ce qu'on a besoin, je vais le dire de manière un peu provocatrice, de manger des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui effectivement sur le plan carbone ont un bilan terrible? Est-ce qu'on peut changer un tout petit peu de régime alimentaire? C'est des questions qu'on doit se poser dans les prochaines années. Deux choses sur lesquelles vous êtes très clair. On commence par les impôts. Vous réclamez la baisse des impôts de production. L'impôt sur les sociétés, vous l'avez déjà eu. Nous, on ne demande pas un paradis fiscal en France. On demande juste d'avoir les mêmes impôts qu'en Allemagne, qu'en Espagne, qu'en Italie. En France, il y a eu des efforts qui ont été faits, vous l'avez dit, sur les impôts sur les sociétés. Il reste ces impôts qui s'appellent les impôts de production. Alors, c'est un peu technique, mais c'est des impôts qui pèsent sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et là, on a un vrai problème. Ça a détruit une partie de l'industrie française et c'est ça qu'il faut corriger. C'est 35 milliards? C'est 35 milliards d'écart avec la moyenne européenne. La réforme des retraites, vous dites il faut la faire et il faudra 3 régimes distincts, salariés, fonctionnaires, indépendants. C'est plus facile de le défendre quand on est patron du MEDEF que quand on est aux responsabilités, ce genre de réforme. D'autant que vous les passez à 65 ans. Écoutez, d'abord, c'est plus simple à faire que le régime à points, auquel personne a vraiment compris. Le régime des salariés privés, il existe. Celui des fonctionnaires, il consiste à mettre tous les fonctionnaires sous un même régime. Il y a encore les régimes spéciaux. Celui des indépendants, c'est peut-être le plus compliqué. Après, il y a l'âge légal, qui est le sujet le plus difficile pour les Français. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la démographie, malheureusement, elle est ce qu'elle est. On avait 4 actifs pour un retraité en 45, quand on a créé ce système. Vous savez qu'en France, c'est les actifs qui payent pour les retraités. Aujourd'hui, on va doucement vers 1,6, 1,7 actifs. Donc, il faut reculer la retraite en le faisant avec intelligence, c'est-à-dire prendre en compte le fait que certains métiers, notamment les métiers manuels, sont plus durs et que donc les gens doivent partir plus tôt. C'est un sujet compliqué, parce que dire aux Français « vous allez travailler plus longtemps », c'est pas très agréable. Mais pourtant, c'est la vérité. Cette réforme de retraite, elle n'a pas été faite pendant ce quinquennat. Est-ce que vous avez d'autres regrets quand vous regardez le quinquennat d'Emmanuel Macron? Moi, je suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points, les regrets, etc. Donc simplement, non, mais avec 2 ans et demi de Covid, il faut quand même reconnaître que c'est pas la même capacité à réformer et à gouverner que en temps normal. Le regret collectif qu'on peut avoir, c'est notre commerce extérieur. Mais ça, c'est 30 ans. Le déficit du commerce extérieur, c'est le symbole de notre désindustrialisation. Mais on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos du dernier quinquennat. Une dernière question rapide. En Suède, en Nouvelle-Zélande, en Islande, des filiales de groupes comme Unilever, Microsoft se sont essayées à la semaine de 4 jours. On parlait du climat, de la transition écologique, du fait qu'on pollue moins quand on se déplace moins. Est-ce que vous réfléchissez sur la nouvelle organisation du travail qui est née justement de cette crise du Covid ? Alors, si c'est la semaine de 4 jours avec le même temps de travail, c'est-à-dire travailler plus par journée, pourquoi pas ? Après, si c'est une réduction du temps de travail hebdomadaire, je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux.